Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler le sujet des langues. Donc des langues en fantasy, en science-fiction, peu importe. Que ce soit pour vos jeux de rôle, pour vos romans, que ce soit aussi simplement pour votre culture personnelle, comment est-ce que on peut envisager de créer une langue. On va récapituler les différentes contraintes et les différents points qui sont en jeu lors de la création d'une langue. C'est absolument pas un guide. Ne vous dites pas, je vous donne un guide de A à Z pour préparer votre langue. Non, c'est juste des pistes de réflexion. Prenez-les comme telles. Je ne vous guide en rien, je ne vous oblige absolument en rien. C'est un avis. Prenez-le comme tel. Et sans plus de préambule, on va passer dans le vif de notre sujet. C'est un sujet qui, somme toute, peut s'avérer un peu problématique à traiter en réalité. Quand vous faites une écriture, c'est une des choses pour lesquelles il est très difficile de s'astreindre du cadre du réel. Vous avez envie de créer des mots, vous avez envie de créer des caractères. Or que, fondamentalement, ça va peut-être pas fonctionner comme ça. Aussi, la première chose que j'ai fait quand j'ai voulu commencer à créer mon propre système d'écriture, sans même parler de créer des mots, sans même de parler de créer un dictionnaire, avant, je me suis renseigné sur d'autres méthodes d'écrire qui ont existé et qui existent actuellement dans le monde. Par exemple, de l'écriture, non pas par symbole, donc par syllabe, plus qu'un caractère égale une unité, et ensuite on en met plusieurs, ça va créer des sons. Que directement, le symbole soit le son en fait. Je me suis dit, il existe donc des méthodes d'écriture qui utilisent plus des sons que réellement des symboles. Bon, premier point. Second point, je me suis aperçu qu'il y avait des langues qui n'existaient que par tradition orale, qui n'avaient pas de version écrite. Ou alors qu'il y avait une très grande différence entre leur version écrite et leur version orale. Ou que la version écrite était associée à quelque chose limite de religieux, de sacré, associé à un culte, alors que la version parlée était la version que tous échangeaient. Que parfois, également, on a pu le voir dans l'histoire même de notre propre pays, que la langue qui a été utilisée pour les rapports officiels n'était pas la langue qui était parlée. Et maintenant, se pose l'énorme question. Est-ce que ma langue, j'ai envie de faire qu'elle soit proche de quelque chose que je connaisse, ou quelque chose de totalement éloigné, parce qu'il n'y a pas forcément de raison que ce soit proche, parce que si jamais il y a une similarité ou une disparité par rapport au monde réel, il faut l'expliquer, quoi qu'il en soit. Il faut que cette langue ait une origine, que ce soit de par des sons qui aient été entendus puis reproduits, que ce soit par rapport à des générations antérieures, tout un tas de facteurs qui auront influencé la langue. Également, la généalogie des peuples va énormément influer sur la généalogie des langues. Et d'ailleurs, faire un arbre généalogique des langues, à mon sens, n'est pas du tout dénué d'intérêt, parce qu'il y a deux composantes à prendre en compte. Ce que j'ai fait pour pas mal des langages, du coup, que j'utilise dans mon univers, c'est d'une part la composante temporelle. Une langue va muter au fur et à mesure du temps, vous pouvez le voir vous-même au niveau du français par exemple. On utilise actuellement des mots qu'il y a 60 ans, on n'utilisait pas du tout. Des mots rentrent dans le dictionnaire, des mots sont toujours dans le dictionnaire, vont avoir un sens changé, et certains mots ne vont pas s'en aller du dictionnaire, mais vont s'en aller de la langue utilisée par tout le monde. Et la deuxième composante, c'est une composante spatiale. On va utiliser de plus en plus d'anglicismes, étant donné qu'on est de plus en plus en contact avec des Anglais. Les zones limitrophes de tel ou tel pays vont adopter des mots en argot qui seront des mots empruntés à l'autre langue. Simplement parce qu'il va y avoir des échanges. Il y a des échanges culturels qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça qu'un arbre des langues, c'est très difficile à représenter. Mais pour moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est dessiner une timeline et se dire, ok, donc de telle période à telle période, ce peuple-là était en contact avec ce peuple-là. Or, ce peuple A, lui, il était avec telle langue de départ, qu'il avait acquis de telle manière. Et de l'autre côté, mon peuple B avait cette langue-là. La résultante, si jamais il y a, par exemple, rapprochement, il va y avoir quelques mots qui vont être échangés de telle langue à telle langue, et ainsi de suite.
Et vous faites donc un arbre qui va être plutôt une sorte de réseau qu'un réel arbre, qui va vous permettre de vous dire telle langue a pu être influée par telle langue. S'il y a une crise que tout le monde traverse ensemble, exemple typique en Andaria, le nom du Kalaktak. J'ai décidé que c'était de l'exodar à l'origine parce que la première fois que le Kalaktak a été aperçu, c'était non loin d'une cité exodar. Donc, les exodars ont nommé la créature en fonction de leur propre langue, Kalaktak qui veut dire cauchemar éveillé. Et donc du coup, ce mot s'est transmis par appropriation aux Aïui, aux Éadines, qui se sont trouvés à le combattre également aux côtés des exodars. Si jamais les exodars avaient tous été exterminés, avant qu'il y ait eu simplement un rapport ou quoi que ce soit décrit, eh bien, il n'y aurait pas pu y avoir cette appropriation culturelle de par la récupération de ce mot, parce que le mot n'aurait jamais été entendu par les autres peuples, et ils l'auraient appelé d'une autre manière. Ils l'auraient appelé en fonction de quelque chose, un néologisme de leur propre langue, pas un emprunt à une autre langue. Bien évidemment, ce n'exemple pas le fait qu'on pourrait avoir une traduction du terme Kalaktak dans de l'Aïwi, dans de l'Éadine, qui consisterait à dire, ok, on l'appelle Kalaktak de manière globale, mais nous, on le nomme aussi comme ça. Et du coup, une multiplicité des noms pour désigner une même chose. Aussi donc, et ça c'est peut-être un des points les plus importants, mais aussi les plus problématiques, c'est qu'une langue, comme je viens de le dire, n'est pas figée dans le temps. Et que donc il va falloir penser à ses évolutions. Alors, si jamais vous avez juste envie d'écrire un roman de fantasy, vous n'avez pas besoin de faire l'intégralité d'une langue. Si vous faites un jeu de rôle, même chose. Mais si c'est un domaine qui vous intéresse, alors d'une part, je vous renverrai vers les travaux de Tolkien, notamment là-dessus, où il a un peu plus, étant donné qu'il était lui-même linguiste à la base, il a plus poussé de ce côté-là son analyse. Mais pour des personnes comme moi, je vois pas l'intérêt en fait d'écrire toute une langue, mot pour mot, etc. Juste avoir quelques termes que je puisse utiliser pour augmenter un peu l'ancrage. Je trouve beaucoup plus intéressant de se dire que on peut faire un retraçage de la langue, parce que par exemple, en fonction de ce que mes personnages vont découvrir au cours d'une séance de jeu de rôle, je vais pouvoir dire, voilà, là, vous voyez ce mot-là, donc c'est un mot qui vient de telle langue, enfin vous reconnaissez, c'est juste une variation de ce mot-là, et que comme ça, les joueurs puissent se dire, donc tel peuple a été en contact avec tel peuple à peu près cette période-là. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de créer tout un arbre d'inspiration des différentes langues, plutôt que d'avoir une liste de mots exacts et de se dire, ok, la langue est figée, il y a un dictionnaire qui dit que les mots, ce sera toujours comme ça. Voilà. À partir du moment où vous avez plusieurs personnes qui sont séparées en fait par des barrières, qu'elles soient politiques, qu'elles soient simplement géographiques, un large fleuve, une mer, des montagnes, nécessairement il va y avoir coévolution. C'est un phénomène qui existe en biologie et on peut faire beaucoup de parallèles entre la biologie et les langues. Si vous mettez deux populations, d'un côté et de l'autre, d'une barrière, il va y avoir un isolement de l'une par rapport à l'autre. Et donc du coup, notre population A ne va pas pouvoir influer sur notre population B. Donc du coup, pas possibilité d'échange entre les deux. A l'inverse, si la barrière se rompt, exemple, immenses glaciers qui font et qui permettent le passage entre les deux. Là, va y avoir à nouveau échange entre les deux. Si jamais il n'y a pas trop grande différence qui s'est installée. Et le fait est que, si c'est quelque chose qui existe pour la transmission des mutations en biologie, c'est également quelque chose qui existe pour les langues. Parce que une langue, comme je vous l'ai dit, c'est de l'appropriation culturelle, c'est si jamais les personnes sont en contact, elles vont parler la même chose, le même patois, la même langue, la même tout ce que vous voulez, simplement parce qu'il y a des échanges qu'elles doivent faire, et qu'à l'inverse, si jamais il y a barrière, il n'y a pas nécessité d'échange entre population A et population B, elles ne se croiseront jamais. Et donc du coup,
coévolution de deux patois, par exemple, et c'est comme ça que naissent des patois différents. C'est simplement une séparation née d'une non-nécessité de communication, née d'un problème, née d'un obstacle géologique, qui va faire que, voilà, vous n'aurez pas de lien entre les deux, donc pas de nécessité d'en avoir, donc pourquoi est-ce que ça irait dans la même direction? Ça peut, mais la probabilité est minime comparée au fait qu'il y ait 36 000 différences. C'est donc comme ça que j'ai un petit peu travaillé mes langues de base. C'est dans ce cadre-là. Du coup, j'ai d'abord pris ma carte, j'ai placé mes peuples, et ensuite je me suis dit, ok, donc déjà, pourquoi est-ce qu'il y aurait tel peuple à tel endroit? Donc, je vous invite à regarder les vidéos sur un petit peu la cartographie pour cela. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y aurait telle population qui aurait telle langue et qui ne serait pas en lien avec telle langue, etc. Et à quel point il y aurait des variations importantes. Et ensuite, je me suis dit, en termes de temporalité, quelle guerre il y a eu? Quel, simplement, écartement il y a eu? L'oubli, qui a été pour moi une phase extrêmement importante au niveau de ma timeline, qui est en gros un phénomène magique qui a fait perdre quasiment toute connaissance à tout le monde sur l'intégralité du continent. Donc du coup, nouvel écartement entre des peuples qui pourtant avaient des liens commerciaux, bien qu'étant éloignés. Ils ont dû se redécouvrir, donc nécessairement, il y a eu plusieurs années où il n'y a pas eu de lien. Et donc du coup, pas eu d'influence. Une fois que je m'étais occupé de ça, je me suis dit, certes, c'est bien, là, j'ai mes langues pour mes peuples actuels. Qu'est-ce qu'il a existé par le passé? Et ensuite, j'ai retricoté toute l'histoire en partant d'un état actuel, qui n'est pas un état final, mais un état actuel que j'ai imaginé. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des peuples qui ont disparu? Quelles ont été l'influence de ces peuples sur d'autres peuples? Est-ce qu'ils se sont fait assimiler? Donc du coup, certains mots ont été mis dans la langue commune, dans le patois. Est-ce qu'on a une langue commune qui va justement lier nos différents peuples? Parce qu'ainsi, ce que j'ai créé, par exemple, c'est une langue commune qui permet à quasiment tous les peuples de toute une part du continent de dialoguer, commercer entre eux basiquement. Imaginez un anglais ultra épuré. Voilà, où il y ait un seul temps, pas de notion de il, elle, pas de notion de tu, vous, voilà, juste une seule forme, une seule structure, un seul temps, avec juste d'autres marqueurs qu'on ajoute pour dire bah ça c'était dans le passé, ça c'est dans le futur, et ensuite des langues extrêmement développées, extrêmement raffinées, qui vont servir à tout ce qui est œuvre littéraire, mise en écrit des choses, à l'art, à la poésie, des domaines qui nécessitent une grande diversité en termes de vocabulaire, à l'opposé du coup de cette langue basique qui est juste une langue d'échange très simple, poussée à son extrême simplicité. Même si cette langue d'échange a des variations, a du patois suivant les grandes zones qu'il y a, parce que même si elle est partagée et qu'elle reste assez fixe, quand il y a une grande distance entre deux peuples, ils vont la parler, mais elle va un tout petit peu se modifier en fonction de l'accent des personnes qui sont présentes, en fonction de, également, mauvaise compréhension. Il va y avoir des petites modifications de mots, des petits ajouts de mots pour des petites choses, et du coup on se retrouve avec deux langues qui, certes sont très communes, sont très proches, mais qui vont être un tout petit peu différentes. Et du coup qui peuvent mener à des problèmes de compréhension. Autant c'est quelque chose que dans la littérature, lorsque vous écrivez quelque chose, c'est très facile à retranscrire. Autant, lorsque vous faites un jeu de rôle, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça aussi que je me suis décidé à mettre une langue commune, et que j'évite de faire parcourir des énormes distances. Tout simplement parce que, sinon, pourquoi est-ce que le joueur serait compris par quelqu'un qui est à l'autre bout du continent, qui ne parle pas du tout la langue? Il devrait juste le regarder exactement si vous étiez en train de parler à quelqu'un de russe. Il vous parlerait en cyrillique, vous comprendriez strictement rien, moi non plus. C'est exactement la même chose. Pour moi, l'importance de mettre une langue commune et de restreindre le cadre de l'histoire,
c'est nécessaire si jamais vous avez plusieurs peuples et que vous voulez faire interagir ces plusieurs peuples dans votre histoire de jeu de rôle. Mais par contre, dans la littérature, vous pouvez totalement faire retranscrire le fait que tel personnage ne parle pas la même langue. C'est extrêmement facile. A l'inverse, dans un jeu de rôle, étant donné que c'est basé sur l'interaction, bon courage. La question suivante sur laquelle je me suis penché, c'est quelle était l'origine de toutes mes langues, somme toute. Parce qu'il faut bien qu'à un moment, l'idée de parler apparaisse, par autre chose que des sons, communiquer par autre chose que des sons et des gestes. Vraiment avoir quelque chose de développé, somme toute. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais réellement faire en sorte que c'était des sons, puis les sons se sont organisés, puis ensuite on en a fait des mots, ou alors quel que soit le concept qu'on y associe. Et est-ce que j'ai pas d'autres systèmes qui existent que ça? Et au final, j'ai du coup plusieurs origines à mes langues, une majoritaire et d'autres minoritaires. J'ai fait en sorte qu'il y ait certains de mes peuples qui n'aient pas de possibilité de parler, mais qui communiquent avec d'autres moyens. Ainsi, par exemple, j'ai une race qui s'appelle les Eridar, qui ne peut communiquer que par des claquements en fait d'une petite membrane qu'ils ont à l'intérieur de la gorge. Parce que s'ils parlent plus que quelques mots, ça leur fait extrêmement mal, leurs cordes vocales en fait sont extrêmement sensibles mais à un point incroyable, et du coup ça génère une inflammation des cordes vocales si jamais ils parlent plus de quelques mots dans une journée. Ils parlent en fait par un petit claquement de ces cordes vocales, c'est retranscrit en 6 glyphes principales, avec un ensemble d'accents qu'on rajoute dessus pour signifier des intentions derrière. Ça, c'est typiquement les langues que j'ai définies comme étant des langues forcées. C'est-à-dire il y a une contrainte biologique qui s'applique sur la créature en question, qui fait que elle ne peut pas parler la langue de l'intégralité des peuples. On peut penser, notamment pour ça, à des malédictions, tout ce genre de choses. Par exemple, une divinité quelconque qui vient et qui dit « Ah, je te maudis, tu n'auras plus la parole, toi et tes descendants. » Du coup, tu dois trouver un autre moyen de communiquer. Voilà. Ça peut être une manière d'introduire ce genre de choses. Moi, la raison que j'ai fait, c'est simplement que c'était des créatures qui étaient chassées, qui n'étaient absolument pas les bienvenus dans les cités, qui donc du coup vivaient complètement dispersés, ne se croisaient quasiment jamais, et du coup n'avaient aucune interaction, ne parlaient pas, et que du coup, au fur et à mesure, ceux qui ont été entre guillemets sélectionnés, parce que j'utilise quand même un peu un concept de sélection naturelle, même si c'est pas exactement ça, ces créatures se sont trouvées à être celles qui avaient le moins de capacité vocale, mais qui étaient le plus aptes à la survie de l'autre côté. Et du coup, donc, se retrouvent dans cette configuration-là. Et après, il y a les langues naturelles, c'est-à-dire celles qui descendent réellement de quelque chose. Ce qui est le cas de 80-90% de mes langues. Pour vous, c'est pas obligé que ce soit ça. Hein. Moi, je dis juste ce que je fais pour vous donner un petit peu un éclairage dessus. Et du coup, ces langues-là, en fait, je me suis dit, elles vont descendre de quoi? J'ai repris toute ma généalogie des peuples. Je me suis dit, avant tel peuple, il y a quoi? Il y a les essences. Les essences, est-ce que ça parlait? Oui. On va remonter au niveau d'avant. Il y avait des phénix. Les phénix, est-ce qu'ils parlaient? Oui. Bon, on remonte au niveau d'avant. Les éthériens, est-ce qu'ils parlaient? Oui, mais... On remonte encore au niveau d'avant. Les créatures de l'éther, est-ce que ça parlait? Non. Et du coup, je me suis dit, ok, donc mes créatures de l'éther, voilà, c'est mes entités, c'est des espèces d'entités cosmiques, pour vous figurer rapidement, qui agrègent de la matière autour d'elles, et qui du coup vont former notamment les planètes. Et ont enfanté, par perte de fragments d'elles, les éthériens. Et les éthériens, du coup, vivent sur voilà, les créatures de l'éther, font leur petite vie et tout, et ensuite ont enfanté d'abord les phénix, puis ensuite les essences, puis ensuite les peuples. Voilà. Donc dans un ordre comme ça. Et du coup, les éthériens, il y en avait plusieurs, à l'inverse des créatures de l'éther, où c'était juste, c'est des grands aspects de la terre, en fait. Par exemple, ça va être l'eau, ça va être l'air, et ça va être la terre. Ça ne parle pas, ça veut juste se corrompre les unes les autres, se manger des morceaux. À l'inverse, les éthériens, ça se parle. Voilà, je me suis dit ça. Et donc du coup, je vais créer une langue qui s'appelle l'éthérien. Et je me suis dit,
ma langue, je veux qu'en plus, du coup, ce soit la racine de pas mal de langues. Donc du coup, on va en faire un dérivé. Parce que comme ça, la version principale sera la version qui permettra d'interagir directement avec le monde, car étant à l'interface entre créatures de l'éther et éthériens. C'est les pensées des créatures de l'éther qui sont transposées en quelque chose d'intelligible. Quelque chose d'intelligible, mais puissant. Donc, que si jamais on utilise certains termes, si jamais on en écrit certains termes, cela a tout de même plus qu'un sens, un pouvoir. Et qu'à l'inverse, le dérivé d'éthérien, donc ce qui soit communément parlé d'abord par les éthériens, puis ensuite par les phénix, puis ensuite par les essences, puis ensuite par les premiers peuples, soit simplement en fait une alternative à cet éthérien, qui en soit très proche en termes de consonance, en termes de glyphes, mais qui ne soit dénué de pouvoir. De ça, je me suis dit, bah voilà, j'ai créé mon machin, voilà, on va faire des dérivés ensuite de ça, et on va faire que, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, ce soit différent au même point qu'il y a eu de l'écartement entre les peuples, en termes de temps, en termes d'espace. Et de là, du coup, j'ai retrouvé tout mon arbre des langues, et je me suis retrouvé avec mes langues qui sont justifiées par rapport à mes peuples, par rapport à ma timeline. Pour récapituler tout ça, je vous dirais que, du coup, à mon sens, il ne faut pas dissocier timeline et langue. Les langues sont extrêmement importantes pour, d'une part, comprendre la timeline, et de l'autre côté, elles en émergent. Donc du coup, si vous n'avez pas encore de timeline, ne vous attaquez pas directement aux langues. Vous pouvez définir un état actuel, ça vous empêche pas de vous dire « Ok, je veux que mes langues ressemblent un peu à ça ». Mais revenez plus tard pour placer l'intégralité de la généalogie de vos langues, qui va être très importante, parce que une histoire, c'est pas que un pointé. Quand vous allez écrire, que ce soit un roman, que ce soit un jeu de rôle, vous allez forcément à des moments faire référence à des événements du passé. Vous allez avoir accès à des livres, qui seront des témoignages de ce passé, par exemple. Et ces livres vont contenir une langue qui ne sera pas forcément la même que celle qui est actuelle. Et ça peut être un excellent moyen pour introduire le fait que le livre que tu es en train de lire est extrêmement vieux, ou le livre que tu es en train de lire est extrêmement récent, au-delà de l'état en lui-même du livre. Parce qu'un livre peut être très bien conservé comme très mal conservé. Il peut avoir 5 ans et être complètement détruit. Il peut avoir 150 ans et être dans un état quasi impeccable, s'il a bien été conservé, si la couverture a été refaite, etc. Mais la langue, elle, témoignera de l'époque. Considérez ça comme une capsule temporelle, en fait. Que la langue d'une époque est une trace de cette époque. Et que ça a souvent énormément d'importance de savoir de quand est-ce que ça date. Ouvrez des vieux livres. Des livres qui sont écrits en vieux français. Vous verrez que c'est pas la même langue qu'actuellement, même si c'est du français, même si vous le comprenez. Les emplois des mots ne seront pas les mêmes. L'ordre des mots, des fois, sera un peu changé. Les phrases n'auront pas exactement la même couleur. Et à ce titre, vous avez besoin de faire de même. Vous pouvez avoir plein de situations où il y ait un contrôle de la langue énorme qui fasse que depuis tant d'années, on a le droit d'utiliser que ces mots-là, etc. Vous êtes dans un régime totalitaire, vous n'avez le droit qu'à ces mots-là. Vous pouvez imaginer plein de scénarios. Mais n'excluez pas le cas de base qui va être une variation des langues au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des appropriations culturelles. Ce sera relativement tout ce que j'ai à vous donner comme conseil au niveau de la création de vos langues. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à discuter simplement des sujets que j'ai évoqués également dedans, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous aura été utile. Salut, salut!